du texte littéraire ou philosophique. L'objectif est désormais d'encourager l'échange culturel, la mobilité internationale et les opportunités professionnelles. Les langues étranges dans le monde contemporain. Dans un monde globalisé, l'apprentissage des langues étranges reste crucial. En plus de l'anglais, les langues comme le chinois, mandarin, le français et l'espagnol sont enseignées pour leur importance internationale. L'apprentissage des langues est aussi vu comme coopération mondiale, moyen de promouvoir l'empathie culturelle et d'encourager la statistique contemporaine. L'anglais aujourd'hui parlé environ 1 milliard de personnes, locuteurs natifs et non natifs. Les programmes éducatifs modernes incluent souvent des initiatives multilingues pour renforcer l'inclusion culturelle et économique. Ces évolutions montrent que l'apprentissage des langues étranges reflète des priorités sociales et économiques d'une époque passant de la formation élitiste et humaniste à une approche pratique et universelle. On passe à la formation de l'esprit critique, de la Renaissance à l'éducation contemporaine. La formation de l'esprit critique qui émerge avec l'humanisme à la Renaissance reste un objectif clé des systèmes éducatifs actuels. Si les méthodes et les contextes ont évolué, l'idée fondamentale de développer des citoyens capables de réflexion autonome et éclairée persiste. Premièrement, l'émergence de l'esprit critique à la Renaissance. La Renaissance marque une rupture avec l'enseignement médiéval centré sur la scolastique et l'autorité des textes religieux inspirés par l'humanisme. Des penseurs comme Erasme, Montaigne et Rabelais valorisaient une éducation fondée sur l'étude critique des textes antiques et contemporains plutôt que sur la répétition ou la mémorisation. Les humanistes encourageaient la confrontation des idées, l'analyse des sources et la recherche de la vérité par la raison. Par exemple, Erasme insiste sur l'importance de l'interprétation personnelle des textes religieux dont Éloge et de la folie. Montaigne, dans ses essais, prend le doute méthodique et l'apprentissage par l'expérience directe. Objectif humaniste. Développer une capacité de jugement individuel, s'affranchir des dogmes en adoptant une approche rationnelle, former des citoyens éclairés capables de participer activement à la vie publique. Deuxièmement, la valorisation de l'esprit critique dans l'éducation moderne. Dans l'éducation contemporaine, l'esprit critique est considéré comme une compétence transversale essentielle. Cette valorisation reflète les besoins des sociétés modernes marquées par la complexité des informations, Internet, médias et la nécessité de faire face à des défis globaux, changement climatique, intelligence artificielle. Les systèmes éducatifs actuels cherchent à inculquer des compétences comme l'analyse des sources, distinguer les faits des opinions, reconnaître les biais, la résolution de problèmes, appliquer la pensée critique à la situation concrète, le débat argumenter, exposer et défendre des idées aux manières traditionnelles. Des initiatives comme les approches interdisciplinaires et les programmes d'éducation aux médias montrent l'importance accordée à ces compétences. Par exemple, les pédagogies actives Montessori freinés ou les débats en classe modèle socratique reflétant cet héritage de la Renaissance. Ce qui concerne les points communs et différences entre les deux époques, point commun, l'esprit critique reste un moyen de libération intellectuelle et de participation citoyenne. Pendant la Renaissance, questionnement des dogmes religieux et philosophiques, mais aujourd'hui, lutte contre la désinformation et les préjugés sociaux. Les différences. À la Renaissance, l'esprit critique était centré sur les textes classiques et religieux, mais aujourd'hui, elle s'étend à une analyse plus large, incluant les médias numériques, les algorithmes et les discours politiques. À la fin, la formation de l'esprit critique née à la Renaissance est un héritage qui traverse les siècles et s'adapte aux nouveaux défis. Dans un monde saturé d'informations, sa valorisation dans l'éducation moderne reste essentielle pour former des individus autonomes, réfléchis et engagés. L'utilisation de supports pédagogiques de l'imprimerie à la Renaissance aux technologies numériques aujourd'hui.
L'évolution des supports pédagogiques a profondément transformé l'éducation de l'invention de l'imprimerie au XVe siècle à l'essor des technologies numériques. Ces inventions ont facilité l'accès au savoir, changé des pratiques éducatives et élargi les possibilités d'apprentissage. L'imprimerie à la Renaissance, une révolution pédagogique. L'invention de l'imprimerie par Johann Gutenberg vers 1450 a marqué une rupture dans les transmissions du savoir. Avant cela, les manuscrits étant rares et coûtant rendaient à l'accès au savoir réservé à une élite avec l'imprimerie. Les livres deviennent plus accessibles et adorables. La diffusion des idées, notamment humanistes, s'accéléra, favorisant une éducation plus large. Les textes classiques et religieux ainsi que les nouveaux travaux scientifiques seront reproduits et diffusés à grande échelle. Les pédagogues de la Renaissance, comme Erasme et Comenius, utilisaient ces nouveaux supports pour standardiser et démocratiser l'éducation. Par exemple, Comenius publia Orbis Sensualium Pectus. 1658, considéré comme le premier manuel scolaire illustré qui combinait texte et images pour enrichir l'apprentissage. Impact de l'imprimerie sur l'éducation, création de manuels scolaires pour une utilisation en classe, uniformisation des programmes grâce à des textes standards